est 12h, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. C'est parti depuis hier avec les épreuves des examens d'État édition 2014. Plus de 600 000 candidats affrontent donc ces épreuves. Aujourd'hui, les finalistes abordent les épreuves des sciences. Hier, Geneviève Inagossi, qui représentait ainsi son collègue de l'EPSP, s'est réjoui du taux de participation des jeunes filles et du bon au déroulement des épreuves. On va faire les points à travers ces reportages de René et Pamphile Kayoum. Ce lundi 23 juin, les élèves finalistes des humanités, toutes options confondues, ont été face à la culture générale, soit 601 000 candidats répartis dans 1669 centres à travers la République. En sa qualité de ministre intérimaire de l'EPSP, Geneviève Inagossi a effectué la ronde dans quelques centres de la capitale. D'abord au centre 17 Kin Est, situé en Djili quartier 13, au complexe scolaire Vedruna de la congrégation des sœurs carmélites de la Charité. Ensuite au centre Kin Centre, situé au lycée Kabambari dans la commune de Kinshasa. Et enfin au centre Kin Ouest, placé à l'école moderne de Ngaliema en Bizaozone. Un seul message, encourager les élèves. Il s'y est de signaler qu'à Kinshasa, pour cette session ordinaire d'examen d'État, la candidate la plus âgée a 56 ans. Elle a avoué à Geneviève Inagossi qu'elle a toujours rêvé d'obtenir un diplôme d'État pour servir d'exemple à ses petits-fils, tandis que la moins âgée n'a que 16 ans. Geneviève Inagossi s'est dite satisfaite du taux de participation des jeunes filles et aussi du déroulement de cette épreuve. Je viens d'effectuer la ronde de quelques centres de passation d'examen d'État au nom de son Excellence Monsieur le ministre de l'EPSP. Le constat est que les épreuves se déroulent dans la sérénité. Le bon constat que je fais également à Kinshasa est que le nombre est équilibré entre les garçons et les filles. 51% de garçons, 41% de filles. Et je dois rassurer les parents, les élèves, que sur instruction du président de la République, toutes les dispositions ont été prises pour que l'examen d'État et les jurys nationaux se déroulent dans des conditions optimales. Ce mardi, les candidats seront face au cours d'options. Nous allons rester dans ces registres. Le niveau des élèves finalistes des humanités est en deçà de la moyenne. Cet état des choses est décrié par bon nombre de parents. Ils réclament carrément que l'État congolais puisse revoir le système éducatif congolais. Ils l'ont dit au micro des bébés Donanou, Martin Kayembe et Baudry Matasué. Le débat sur le déroulement et la composition des examens d'État pour les finalistes des humanités ne rassure plus la population quant au regard du niveau intellectuel des élèves qui finissent le cycle des humanités. La qualité de l'enseignement, la qualité est tellement très basse. Le niveau des élèves est tellement très bas à tel point qu'on ne peut pas estimer qu'on a une meilleure formation. Les enfants d'abord, ils ne savent pas écrire, ils s'expriment difficilement. Même ceux qui terminent le secondaire, ils n'arrivent même pas à écrire une phrase correctement. Donc le niveau est très bas. Vous pouvez voir quelqu'un qui a 70% l'examen d'État, mais qui est incapable d'écrire une phrase correctement. J'ai enseigné à l'école secondaire. Et moi-même, je suis passé à l'école secondaire. Je peux dire aujourd'hui que la qualité de l'enseignement a fortement baissé. Vu ce que nous avons été dans les années 70-80 et aujourd'hui il y a une grande différence, c'est-à-dire il y a vraiment une baisse considérable. La population plaide pour une révision de l'organisation de ces épreuves. Il faut éradiquer la corruption, parce que la corruption c'est aussi une des causes de la baisse de l'enseignement dans notre pays. Parce que les enseignants, quand ils sont sous-motivés, ils sont exposés à la corruption. Même pendant les épreuves ici, je suppose que ceux qui surveillent, s'ils ne sont pas suffisamment motivés, ils seront exposés à la corruption. On n'aura pas de résultats corrects. Actuellement, je ne sais pas comment est-ce que ces examens se passent, les examens d'État. Mais de notre temps, c'était difficile de corrompre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai remarqué qu'on demande trop de frais pour les examens d'État par rapport aux années passées. Je ne sais pas pourquoi. Signalons que ces épreuves de 4 jours se déroulent sur toute l'étendue du territoire national.
Cet élément a apporté la signature vocale de Philémon Longonia. Dans un autre registre, la République démocratique du Congo va abriter du 25 au 28 juin le Conseil des ministres de la communication des pays membres de la SADC. C'est dans ce cadre que s'est ouvert le lundi à l'hôtel Invest les travaux préparatifs de ces assises qui vont tabler sur les 19e jury régional du concours des journalismes. Richard Chako et Baudrimata. C'est parti avec le 19e jury régional du concours des journalismes des pays membres de la Communauté économique pour le développement de l'Afrique australe, SADC, qui se tient du 23 au 28 juin à Kinshasa. Cette rencontre, qui est une première en RDC, sera axée sur le 19e jury régional du concours des journalismes des pays membres de la SADC. La RTNC2, l'Avenir, la Référence Plus et les Phares sont les médias congolais qui ont présenté des candidats à cette compétition. Le ministre des médias de la RDC, Lambert Mende Omalanga, l'hôte de la rencontre, a donné l'importance de ce concours régional. Superviser le bon déroulement du concours de journalisme de la SADC avec l'aide du secrétariat exécutif. Se prononcer sur les œuvres admissibles qui lui auront été soumises par l'entremise du secrétariat de la SADC. Désigner les lauréats du concours de journalisme de la SADC. Conseiller les membres du Conseil des ministres par les canaux appropriés sur les questions de politique générale en rapport avec le fonctionnement efficace et harmonieux du concours de journalisme de la SADC. Les travaux du Conseil des ministres de la communication de la SADC s'ouvrent le 25 juin prochain pour se clôturer le 28 juin. Ouverture le lundi au Grand Hôtel Kinshasa des travaux sur l'atelier national sur l'emploi et le chômage en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les experts venus de plusieurs horizons vont peaufiner des stratégies à même de réduire sensiblement la pauvreté en République démocratique du Congo. De plus amples précisions à travers ces reportages. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvert les travaux de l'atelier national sur l'emploi et le chômage. Je vous remercie. C'est le ministre du Plan et suivi des mises en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, qui a donné le go de cet atelier national au nom du Premier ministre Matata Mponyo. Pendant 3 jours, plusieurs experts du monde du travail vont s'employer à discuter du concept de chômage selon les BIT et de son background socio-économique. Dans la foulée, les experts vont aussi analyser les résultats de son application en République démocratique du Congo sur base des enquêtes. Et enfin, l'examen de la situation spécifique des pays africains en général et de la RDC passera au crible d'une réflexion sans complaisance. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Emploi, Modeste Bahati Lukwebo, a reconnu la nécessité de créer des emplois pour réduire la pauvreté en République démocratique du Congo. La question de l'emploi est une actualité brûlante et quotidienne. Elle est une préoccupation pour la survie dans les pays comme le nôtre, qui bouscule toute personne soucieuse de la problématique vitale qu'est l'emploi. Au terme de ces travaux, les experts comptent mettre sur pied un concept de chômage enrichi et pertinent dans son application pour refléter la situation socio-économique de la RDC. Et puis 38 perceptions illégales autrefois imposées aux exploitants fluviaux et lacustres vient d'être interdite. Cette décision consacrée par un arrêté interministériel de 2 vice-premiers ministres et de 7 ministres répond à la recommandation des États généraux des voies navigables sur l'assainissement du secteur fluvial et lacustre en République démocratique du Congo. La synthèse de cet arrêté ministériel avec Georges Bakabakangese. L'assainissement du secteur fluvial et lacustre devient une réalité du point de vue fiscal, concrétisé par l'arrêté interministériel du 9 juin 2014, signé par 9 ministres du gouvernement de la République. La suppression des 38 perceptions jadis exigées aux armateurs et tenanciers des ports répond au vœu d'assainir et de restaurer ce secteur vital de l'économie nationale. Du lot des 38 taxes supprimées,
14 bénéficiaient au commissariat fluvial, à l'instar des taxes des visites des unités flottantes, visites des partances, visa arrivée, visa départ et autres. 8 de ces perceptions interdites étaient destinées à la Direction générale des migrations DGM. La taxe unique, dénomination bateau, l'autorisation de chargement, la taxe fiche de mouvement migratoire, le visa de voyage font partie de ce groupe. Quant à la Direction générale des douanes et axes DGDA, elle est désormais amputée de 5 perceptions interdites, dont la taxe cabotage collectif qui ne concernait que les provinces de Katanga et du Sud Kivu. L'achat bordereau en douane, les taxes demandent autorisation de chargement et l'autorisation de déchargement font partie de la même liste. Une autre catégorie des 4 perceptions interdites est celle autrefois destinée aux FARDC et à la police nationale congolaise. Les frais d'achat bulletins de contrôle mouvement, la feuille des routes, les frais assistance sont dorénavant supprimés. Même certaines taxes spécifiques aux provinces sont purement et simplement interdites. C'est le cas des taxes de circulation sur les unités flottantes d'immatriculation congolaise et la taxe unique dénomination bateau. Les taxes provinciales sur les produits agricoles, les frais bulletins de contrôle, la taxe fonds de promotion touristique ainsi que la taxe du fonds de promotion culturelle font désormais partie de l'histoire. Si le suivi de la mise en œuvre de cet arrêté interministériel est assuré par le comité de pilotage du climat des affaires et des investissements, les services et organismes publics décapités de ces taxes sont contraints à l'observance de ces nouvelles dispositions. Vous l'avez peut-être constaté, les denrées alimentaires de première nécessité se font de plus en plus rares sur le marché quinois, parmi lesquels les vivres frais. Conséquence, leurs prix ont augmenté et certains produits sont introuvables sur les marchés. Le constat a été fait pour vous par Jérémy Mikemo et Baudry Matasué. Les vivres frais se font rares depuis quelques jours sur le marché quinois. Cela implique qu'il n'y a plus de vente au marché. Au marché, on explique cette pénurie par l'arrêt de l'importation des vivres frais par l'entreprise Orgaman. Les vendeurs appellent le ministre de l'économie et commerce à prendre des mesures susceptibles de mettre fin à cette hausse des prix. D'après certaines sources, ce sont des grossistes qui sont à la base de toutes ces modifications des prix des articles. font des risques Par contre, les taxes qu'ils payent ne leur permettent pas de vendre à un prix abordable. Cette situation pourrait fâcher les petites économies des consommateurs ou acheteurs. La réduction des taxes serait la meilleure solution pour ces derniers. Beaucoup de taxes aussi. Annulé dans certains centres si nous avions la même compréhension avec les candidats. Parce que, comme vous le savez, c'est une élection partielle qui se passe uniquement et dans 2 centres dans le groupement de Lombeolo. Alors, nous avons pu suivre ensemble. Nous nous sommes fixés un deuxième rendez-vous ce jeudi à 15h où, avec les détails de chaque centre de vote, à terme d'électeurs, les candidats pourront bien comprendre
comment cela va se passer et aussi vérifier si les 2 centres de Lombeolo sont bel et bien ceux-là que la Cour suprême de justice donc avait annulés. En 3e lieu, nous leur avons montré le spécimen du bulletin de vote, qui leur sert d'abord pour la vulgarisation, mais aussi qui nous permet de pouvoir, après cette consultation, donc signer le bon à tirer pour l'impression des bulletins de vote. Et puis enfin, je pense qu'ils ont découvert les efforts qui ont été fournis au niveau de la fiabilisation du fichier électoral et au niveau de la cartographie opérationnelle. Nous devons sensibiliser les populations par rapport à la reprise des élections, par rapport au vote, par rapport au programme que nous avons et aux idéologies, donc ce n'est que normal.